Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis très heureuse de participer à cette deuxième édition sur un sujet qui m'enthousiasme depuis de très nombreuses années. Je suis rhumatologue adulte et je m'occupe de patients qui présentent des rhumatismes inflammatoires chroniques depuis plus de 20 ans. Et je m'investis aussi maintenant en rhumatopédiatrique depuis une dizaine d'années. Et si vous voulez, je suis ravie qu'il y ait d'autres professionnels de santé que les médecins qui soient amenés à écouter ce type de propos, car pour qu'un patient aille bien, et vous avez vu avec le topo de Chloé que nous avons une énorme chance dans notre spécialité, c'est d'avoir un arsenal pharmacologique important. Et du coup, il faut que tous les professionnels de santé qui gravitent autour de nos patients connaissent bien ces traitements, connaissent bien la surveillance pour pouvoir répondre aux questions, pour que le patient adhère au traitement, le suive correctement, parce que comme je suis une vieille rhumatologue, j'ai eu la chance d'arriver en rhumatologie avec ces premières biothérapies. Et j'ai assisté ainsi à une révolution thérapeutique dans ce domaine, ce qui fait que tous les jours, je prescris des biomédicaments et des thérapies ciblées à des enfants, à des ados, à des adultes, à des personnes âgées. Et j'ai toujours pour point d'honneur à dire aux patients qu'on ne soigne pas une maladie, mais on va soigner chaque patient en essayant, vu l'arsenal thérapeutique qu'on a à notre disposition maintenant depuis presque un quart de siècle, on va traiter un patient et non une maladie avec un traitement individualisé en fonction de son histoire personnelle, familiale, de ses facteurs de risque, de toutes les complications extra-articulaires, parce que comme vous a dit Chloé, vous avez pu voir que très rapidement que nous travaillons en collaboration aussi bien avec les gastro-entérologues, les dermatologues, et qu'il est fondamental d'avoir une meilleure connaissance. Alors, dans le temps, les anciens, quand on faisait des visites, quand j'étais externe, il y avait encore des mandarins qui disaient « voici une ordonnance du verbe ordonner ». Ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est « voici une ordonnance pour qu'on puisse dialoguer » et qu'on vous explique. Le patient doit connaître sa maladie, doit comprendre ses mécanismes, doit comprendre le traitement. Et vous, infirmière, médecin généraliste, kiné, ergo, pharmacien d'officine, je pense qu'en fait, si on veut que ça marche, et en 2022, on peut avoir des patients qui vont très bien, mais vraiment très, très bien. La grande majorité sont en rémission de leur maladie ou en très faible activité. Il faut que les patients aient compris et que vous-même puissiez leur apporter les informations. Alors, je suis ravie. Voici une petite diapo sur les principales indications des thérapies ciblées en rhumato. Alors, comme je vous l'ai dit, alors le chef de file reste, la grande partie sont les rhumatismes inflammatoires chroniques, comme l'a dit Chloé, avec la polyarthrite rhumatoïde, qui est le rhumatisme le plus fréquent, toutes les spondyloarthrites. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le débat des rhumatismes, ce qui m'enthousiasme depuis 20 ans, sinon ce sera beaucoup trop long. Avec donc toutes les spondyloarthrites, la spondylarthrite ankylosante en chef de file, le SAPHO, les rhumatismes liés donc aux maladies inflammatoires de l'intestin, donc que sont le Crohn ou la rectocolite, le rhumatisme pso. Je laisserai Linda parler des arthrites juvéniles idiopathiques, donc qui sont également des maladies rhumatologiques qui arrivent avant l'âge de 16 ans. Et là aussi, la terminologie est différente, mais en fait, dans le grand nombre des maladies, il s'agit des mêmes pathologies qui ont juste des noms différents et qui se traitent fort heureusement depuis aussi maintenant une quinzaine d'années par ces biomédicaments qui permettent d'avoir des patients en rémission. Vous voyez qu'après, j'ai nommé un certain nombre de maladies auto-immunes. Donc, pour tous nos collègues qui participent aujourd'hui, qui travaillent en médecine interne, donc vous voyez bien le lupus systémique, le Gougerot, la sclérodermie, etc., etc. Il y en a plein avec de plus en plus d'indications de ces thérapies ciblées, car comme vous avez compris, on arrive de plus en plus au centre du noyau de la cellule pour essayer de bloquer cette cascade inflammatoire. Il y a d'autres maladies, les maladies auto-inflammatoires, les maladies microcristallines en rhumato, parce que moi, je fais que de l'inflammatoire, mais la rhumato, c'est un grand champ d'action. Et il y a aussi nos collègues qui travaillent dans l'os qui utilisent également des biomédicaments, donc principalement dans l'ostéoporose. Donc voilà les indications. Alors vous nous voyez, je vous ai déjà dit au préambule que vous avez un rôle, vous, infirmier, infirmière, qui est mais vraiment prépondérant, ainsi que les pharmaciens d'officine, les médecins généralistes, car en une consultation, même si elle dure une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais quand on a nos patients qu'on voit 2 fois par an,
La pédagogie, c'est de la répétition. Et je reste convaincue que si on informe correctement nos patients, qu'on leur explique bien leur maladie, qu'ils prennent en charge leur maladie, qu'ils comprennent leur traitement, avec toute l'éducation thérapeutique dont vous parleront Mélanie en fin de topo, vous comprenez qu'il faut que vous développez les connaissances et nous attendons des infirmières de pratique avancée, certainement dans les mois ou les années à venir dans notre belle spécialité. Alors, que doit-on faire avant d'initier une thérapie ciblée? Le topo peut être horrible. Si je vous prends toutes les fiches du CRI, donc le CRI, vous allez voir, je vais vous en parler là sur le quart d'heure qui vient, c'est le club de rhumatisme et inflammation qui a été mis en place sous l'égide de la Société française de rhumato et fort heureusement, quand on ne sait pas, on se fie aux fiches du CRI. Mais ce qu'il faut comprendre avant d'initier une thérapie ciblée, vous voyez sur la gauche de votre diapo, vous avez les pathologies néoplasiques et sur la droite, les pathologies infectieuses. Donc, il va falloir éliminer aussi bien cancer qu'infection et rechercher de façon très systématique toutes les contre-indications et les précautions d'emploi. Alors, cette checklist, elle ne va pas comprendre notre bilan pour la sévérité de la maladie et l'activité. C'est vraiment qu'est-ce que je dois faire avant d'initier. Donc, il ne faut pas de cancer actif, il ne faut pas d'infection active. Et vous savez, pour ceux qui connaissent bien les biothérapies et thérapies ciblées, qu'on fait à chaque fois un test pour éliminer une tuberculose latente. Il faut également, en fonction ensuite des thérapies, bien entendu, pas d'avoir d'allergie, avec un petit focus là sur l'ustekinumab. Et puis, vous voyez, pour certaines particularités, on s'occupe du cœur, on s'occupe du foie. Mais voici les grandes contre-indications: cancer active, infection active et des particularités. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les particularités, mais je vous donne un exemple parce que les anti-TNF, vous avez compris, donc il y a plus de 25 ans, hein, il faut arrêter de dire que ce sont des nouvelles thérapies, mais les anti-TNF ont été mis en place il y a quasiment un quart de siècle, ce que je dis aux patients qui me disent qu'on ne connaît pas bien ces médicaments. Alors, pour en prescrire tous les jours, on les connaît quand même bien et depuis le temps. Alors, vous voyez qu'à l'interrogatoire, quand on lit ça, on a l'impression que c'est très compliqué. Mais à l'interrogatoire, vous éliminez les infections sévères, chroniques, récidivantes. La tuberculose, c'est vraiment un focus particulier. Tout ce qui est néoplasique ou pré-néoplasique. J'ai l'habitude de dire à nos patients de faire en sorte de bien suivre les dépistages, mais comme tout à chacun, comme la population générale, peut-être que nos patients sont tout simplement un peu mieux suivis que nous-mêmes en allant voir le dentiste, le dermato, le gastro-entérologue, etc. Et donc, avec un focus aussi très particulier sur les vaccinations, nous y reviendrons, et pour les femmes jeunes, sur désir de grossesse et grossesse. Donc, voilà l'interrogatoire, c'est 4 questions. Les vaccinations, ça a fait couler beaucoup d'encre et surtout sur les 2 dernières années, mais de façon très globale, avant d'initier, là je vous ai mis ce qui est noté dans les fiches du CRI pour un anti-TNF, mais quelle que soit la thérapie ciblée, il faut proposer une mise à jour des vaccinations avec des vaccins inactivés. Première chose à retenir, pas de vaccin vivant sous biothérapie, sans retarder bien entendu l'initiation du traitement, avec les recommandations que vous connaissez, qui sont la vaccination de la grippe saisonnière annuelle. Petit bémol sur la vaccination du DT polio, parce que parfois ça c'est oublié par nos collègues, c'est tous les 10 ans qu'il faut revacciner nos patients sous biomédicaments, et avec des schémas également différents selon qu'ils aient déjà été vaccinés ou non contre le pneumocoque. Donc voilà, les vaccinations, il faut être bien vacciné. J'ai envie de dire, il faut être bien vacciné dans la population générale, mais on fait plus attention pour les patients sous thérapie ciblée. Puis vous voyez, les examens complémentaires, quand on dit que le bilan est compliqué, il est archi simple. Il y a une prise de sang avec un hémogramme, une électrophorèse, un bilan hépatique et des sérologies. On applique donc les règles de bonne pratique, ça je vous ai déjà dit. Le quantiferon, donc c'est pour déceler des tuberculoses latentes. C'est au moment où on a découvert en fait ces premières biothérapies, biomédicaments avec l'infliximab, dont vous parlez Chloé il y a 5 minutes, qui a eu une résurgence en fait de tuberculose outre-Atlantique, et c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait activer, si vous voulez, une bactérie qui était restée un peu endormie. Donc raison pour laquelle on fait un quantiferon de façon systématique et pour toute thérapie ciblée. Donc ça, c'est ce qui est noté dans les fiches du CRI pour les anti-TNF. Et sur la diapo suivante, vous voyez qu'en fait, il y aura des particularités en fonction du biomédicament utilisé ou thérapie ciblée. Alors, on ne va pas tout détailler, mais vous voyez, pour l'interleukine 17, on s'est aperçu, en développant les médicaments, qu'il y avait plus de candidose. Donc, il y a un focus
sur les infections fongiques. On s'est aussi rendu compte qu'il fallait faire attention s'il y avait une maladie inflammatoire de l'intestin qui devient une précaution d'emploi. Et donc, comme ça, vous avez vu avec Chloé, j'adore moi les schémas qu'elle vous a montrés parce que vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure de ces 25 dernières années, on va de plus en plus vraiment au centre de la cascade inflammatoire, mais on se rend aussi compte que en bloquant quelque chose, on peut faire découvrir autre chose. Donc, les Mickey pour les anti-IL-17. Pour les anti-IL-6, donc il y a le focus sur les diverticulites, qui n'est pas une contre-indication, mais une précaution d'emploi. Il faut aussi s'assurer de l'exploration lipidique de façon répétée. Dans l'initiation d'un anti-CD20 dont on vient de parler, le fameux rituximab, il faut regarder si vous avez un dosage pondéral des immunoglobulines suffisant, des IgG au-dessus de 5 pour pouvoir mettre en place le traitement. Et pour les JAK inhibiteurs, alors là aussi, on en a beaucoup parlé à l'arrivée du tofacitinib. Il y a eu toute une histoire sur le virus varicelle zoster, raison pour laquelle on demande systématiquement. Alors à force, ce n'est pas très complexe parce qu'on rajoute juste une ou deux petites choses. Et franchement, si on ne sait plus, on va donc dans les fiches de CRI. Et donc, les fiches du CRI, elles sont superbement bien faites. Vous le voyez dans la diapo qui arrive. Les fiches du CRI, elles sont remises à jour. Vous voyez à gauche, donc, par exemple, pour la prise en charge donc, des patients sous anti-TNF, ce que je vous ai écrit sur les 2 dernières diapos, c'est que faire avant d'initier. Vous avez aussi comment suivre et optimiser. Donc, pour le médecin généraliste qui peut-être n'a pas bien l'habitude en disant « mais c'est bizarre, il n'a plus vu le rhumato et en fait, il me signale qu'il ne va plus très bien », on peut voir tout ça. Et puis, vous voyez que faire en cas d'apparition d'affections cardiovasculaires, d'affections hématologiques, de réactions cutanées, d'intolérance, d'anomalies hépatiques et des conduites à tenir, vaccination, voyage, grossesse, brûlure, chirurgie. Et donc, tout est écrit. Donc, quand on ne sait plus, on va sur les fiches du CRI et vous voyez sur la droite de la diapo qu'elles ne sont pas faites que pour les anti-TNF, mais elles ont été faites pour toutes les thérapies ciblées qui sont actuellement à notre disposition. Et vous voyez qu'on a de plus en plus de molécules. C'est passionnant ce domaine parce que ça fait 25 ans qu'on est dedans et qu'on a toujours des molécules qui arrivent, pas d'année en année, mais presque, en tout cas, chaque classe qui s'amplifie. Et vous voyez que ça commence à faire une belle liste. Donc, voilà où on en est dans ces fiches. Alors, pour revenir à des petites situations, vous voyez que, oui, non, dans la surveillance, la surveillance, elle va être générale. Comme je disais, le médecin, il est là pour surveiller, mais moi, mes patients, si on leur donne un médicament rapide, s'ils le prennent, parce que pour que ça marche, il faut qu'ils le prennent, s'ils le prennent correctement, parce qu'il ne faut pas croire que comme vous l'écrivez, ils le prennent comme ça. Donc, il faut bien leur demander comment ils le prennent, parce que parfois, ils espacent et puis ce n'est pas top, on n'arrive pas à une rémission complète. Une fois que vous êtes assuré qu'ils le prennent, qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire, etc., on les voit de moins en moins. Moi, mes patients qui vont parfaitement bien, je les vois à une consultation hospitalière tous les ans. Mais donc, vous voyez qu'en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, toute seule, la surveillance, ce n'est pas top. Donc, on essaye de faire de plus en plus de réunions avec nos collègues correspondants, gastro-entérologues, dermatologues, les médecins généralistes, bien sûr, les infirmiers, les pharmacies d'officine. Donc, on a de plus en plus, nous, on a monté ça dans le Nord-Franche-Comté et on fait des réunions avec les pharmaciens d'officine parce que je sais, et on sait tous, que les patients posent beaucoup de questions à vous, infirmières, infirmiers, aux pharmaciens, aux kinés, aux ergothérapeutes, à tous ces gens qui gravitent. Et donc, la surveillance peut aussi passer par vous. Et donc, vous pouvez nous appeler s'il y a des choses qui se passent mal, parce que les conseils qu'on a pu donner il y a un an, parfois, c'est oublié. Et donc, répondre aux questions sur l'utilisation pratique du traitement, alerter, nous alerter s'il y a un événement, parce qu'il nous arrive fréquemment qu'un patient arrive en consultation et puis quand vous dites ça se passe bien, oui, super, je fais toujours mon injection tous les mois, vous n'avez pas eu de souci? Ah bah si, mais j'ai été opérée il n'y a pas très longtemps d'un problème digestif. Ah bah, vous n'avez jamais été tenu au courant, le traitement peut-être qu'il n'a jamais été arrêté. Donc c'est très important quand même qu'il y ait différentes, j'ai envie de dire, portes de sécurité en disant attendez, là il faudrait peut-être quand même demander à votre rhumato ou à votre médecin interniste ou pédiatre de savoir ce qu'il faut faire avec votre traitement. Pour les infirmiers et infirmières de l'hôpital là, qui sont avec nous ce soir, vous savez qu'avant la perfusion, quand les gens viennent en hôpital de jour, là c'est facile parce qu'il y a une checklist. On s'assure de l'absence d'infection, on s'assure de l'absence d'événements intercurrents depuis la dernière cure. Donc là, j'ai envie de dire, c'est bien plus simple que quand les injections se passent à domicile. Et il faut bien entendu, comme le rappelait
Que l'a rappelé Chloé tout à l'heure, l'absence d'allergie. Mais vous avez vu qu'avec l'amélioration de nos thérapeutiques, il y a de moins en moins de problèmes. Alors, je vous ai mis quelques situations cliniques courantes. Donc là, par exemple, c'est que faire en cas d'intervention chirurgicale. Ça évite d'avoir un nombre incalculable de coups de téléphone. Alors, je prêche pour ma paroisse parce que comme dans chaque centre maintenant, nous avons des centaines de patients qui sont sous ces thérapies. Si on leur apprend bien, certainement qu'on ne leur dit pas suffisamment. Alors, on les envoie, nous, de façon systématique, dans des consultations d'éducation thérapeutique, parce que là aussi, si on répète les choses, si l'infirmière peut prendre plus de temps, ou le kiné, ou le pharmacien, de dire, si vous devez vous faire opérer, il faut savoir un certain nombre de choses. Alors, je vous ai juste mis dans le bas de la diapo ce qui peut être fait pour les patients traités par anti-TNF, mais comme vous l'avez vu dans les fiches du CRI, vous retrouvez ça pour toutes les thérapies ciblées. De façon globale, on arrête le traitement quand il y a des interventions chirurgicales ou des soins dentaires lourds qui sont programmés. Et la question, c'est de savoir quand il faut l'arrêter. Donc, vous voyez sur la partie gauche de la dia, quand on a une chirurgie à faible risque infectieux, alors nous, en rhumato, on a de la chirurgie programmée orthopédique, souvent, alors qu'ils sont mis dans cette chirurgie à faible risque infectieux. Vous voyez, par exemple, pour la première molécule du tableau, l'adalimumab, je suis comme Chloé, je ne retiens absolument plus. Je crois qu'on est à plus de 10 biosimilaires d'adalimumab. Donc là, je ne connais plus les noms. Je parle donc d'adalimumab. Il faut programmer la chirurgie à partir de la 3e semaine après la dernière injection. Donc ça, c'est petit risque faible. Et puis à droite, donc pour les chirurgies en milieu non stérile, vous voyez par exemple, ça va dépendre. C'est pour ça que parfois il faut effectivement nous appeler. Mais si la maladie elle est très bien contrôlée, s'il n'y a pas de souci particulier, que l'anesthésiste, le chirurgien n'a pas de questions particulières, on arrête habituellement entre 3 et 5 demi-vies. Donc vous voyez toujours pour l'ADA, on va arrêter entre 6 et 10 semaines. Avec toujours un truc à retenir, le traitement prophylactique antibio, ça va être en fonction du type de chirurgie. Par contre, c'est toujours la reprise à cicatrisation. Et là, on invite souvent un chirurgien à nous donner le feu vert pour la reprise du traitement. Donc ça, c'était intervention chirurgicale que vous retrouvez pour toutes les thérapies ciblées. Ensuite, une autre situation clinique qu'on voit souvent, et surtout avec nos jeunes patients qui parfois nous disent même ça la veille quand ils partent 6 mois en Erasmus. Ça, c'est des choses de la vie quotidienne chez nous. C'est que faire en cas de voyage. Alors, en cas de voyage, quand la maladie est très bien contrôlée et que le patient il part 15 jours et s'il a une injection à faire tous les 15 jours, on va simplifier les choses quand la maladie est très bien contrôlée. On peut parfois décaler d'1 ou 2 jours. Sinon, il y a une possibilité de donner ça, d'emmener son traitement en avion. On a même tout qui est prévu par les laboratoires, des certificats en anglais, en français. On peut tout donner pour que le patient garde son traitement en cabine et donc bien expliquer le sac isotherme, etc. Donc, une fois de plus, tout est bien notifié pour ces situations et plus vous serez amené à connaître ces situations qui sont vraiment des situations de tous les jours, ça, à force de leur répéter, les choses seront plus simples à gérer. J'ai mis un autre focus sur que faire en cas de grossesse, parce que alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a de façon très fréquente avec des très jeunes patients. Parce que alors moi, j'ai la chance de faire des consultations de transition. Alors, je m'occupe des enfants petits, mais quand ils font de la transition, ils me voient toujours. Alors, on essaie de leur apprendre déjà petit. Alors, c'est plus facile. Mais effectivement, on parle déjà des grossesses chez les plus jeunes filles en disant, OK, merci de nous prévenir quand il y a un désir de grossesse. Ce n'est pas pour être un peu voyeuriste, mais surtout pour pouvoir te dire en fonction du traitement. Et donc, vous voyez, sous anti-TNF, des choses qu'on connaît maintenant depuis 25 ans. Dans la grande majorité des cas, on poursuit l'anti-TNF au moins jusqu'au début de la grossesse, parce que quand une femme est très active de façon inflammatoire, elle n'est pas fertile, donc on préfère déjà avoir la grossesse. Par contre, vous voyez, sous anti-L6, anti-L17, ce n'est pas recommandé. Mais quand on ne sait pas et quand les choses évoluent, parce que d'année en année, les choses évoluent, les fiches du CRI ne sont pas remises à jour annuellement, vous imaginez bien le travail énorme que c'est. Là, on a un centre qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle le CRAT. Ça, je vous invite à retenir ça. Et le CRAT, il y a des médecins au CRAT qui sont juste extraordinaires et qui, même sur des situations très, très précises, vont pouvoir vous répondre. Vous pouvez les joindre par téléphone, par mail. Et donc, le centre de référence des agents tératogènes, c'est à mettre dans ces choses à ne jamais oublier.
Donc ça, c'était une situation aussi clinique particulière. Et là, je vous ai mis des petits focus de vraie vie. Donc, c'est Madame C qui a une polyarthrite rhumatoïde, qui est traitée depuis 20 ans sous traitement et qui peut vous demander, hein, à vous, son infirmière libérale qu'elle connaît, qu'elle voit pour X ou Y raison, est-ce que je peux faire mes injections ailleurs que dans le ventre? Alors, oui, on peut faire les injections. Si tu cliques, Mélanie, on devrait avoir la deuxième partie qui apparaît, voilà. Alors, il y a 3 sites d'injection possibles. Ça s'est beaucoup, beaucoup simplifié. Mais moi, j'ai tendance à, plus je vieillis, plus je simplifie, mais parce qu'on a aussi maintenant des données, ça fait 25 ans hein, qu'on a des patients tous les jours sous biothérapie, donc il faut vraiment bien leur dire les choses, mais pas non plus les alarmer. Les sites d'injection possibles, c'est les bras. Alors, faire de l'auto-injection dans les bras, ça, c'est pas top, mais quand c'est des injections faites par quelqu'un d'autre, par vous ou le conjoint, on peut le faire dans les bras, dans l'abdomen ou dans les cuisses. Au démarrage, quand j'ai connu l'arrivée donc de ces biomédicaments, c'était il faut changer de site d'injection à chaque piqûre. Or, il y a des patients qui ne veulent que le ventre, il y a des patients qui ne veulent que les cuisses, il y a des patients qui ont plus mal à un endroit que l'autre, qui ont peur. Donc, franchement, on s'en fiche. Il faut que les patients ils fassent comme ils veulent. On n'est pas à des injections tous les jours. Hein. On est à des injections toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Donc, franchement, on peut faire tout le temps dans le ventre. Alors, on dit un coup à droite, un coup à gauche. Mais franchement, faites confiance à vos patients, mais ne pas leur mettre je pense, de choses compliquées dans la tête. Faites comme vous voulez, là où ça fait le moins mal. Voilà. Un autre petit focus, c'est nos jeunes. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir énormément de jeunes adultes à ma consultation parce que je les ai vus en fin d'adolescence ou en début, 24 ans, hein, c'est encore pour les médecins d'ado, c'est la fin de l'adolescence. Alors ça, c'est un jeune qui a une spondylarthrite et un Crohn. Et alors lui, il a vécu une histoire tellement horrible depuis 5 ans que pour lui, c'est impossible d'arrêter ses injections d'adalimumab parce qu'il dit, non mais attends, t'es gentil, mais moi cet automne, j'arrête pas mes injections pour me faire vacciner. Comment faire? En fait, une fois de plus, on n'a peut-être pas donné les bonnes infos parce qu'en fait, il n'est pas du tout nécessaire de stopper les injections pour réaliser la vaccination par vaccin inactivé. Alors, en l'occurrence, notre jeune Coco, là, il a une spondylarthrite, un Crohn et il est sous combothérapie, donc adalimumab plus méthotrexate. Il va très bien, mais il est vraiment tout à fait contrôlé en rémission clinico-biologique et échographique complète. Donc, lui, pour avoir une meilleure réponse vaccinale et que cette année, nos collègues infectiologues nous prévoient une grippe catastrophe, on dit, pour avoir une meilleure réponse, on arrête temporairement le méthotrexate les 2 semaines après la vaccination antigrippale. Donc, si vous entendez cette question, effectivement, c'est ce qui est recommandé de façon nationale quand la maladie le permet. En tout cas, on n'arrête jamais les injections d'anti-TNF ou d'autres biothérapies pour faire une vaccination inactivée. Je rappelle, les vaccins vivants sont contre-indiqués. Ensuite, on a notre jeune Inès. On lui a mis en place, donc elle a une arthrite juvénile. On lui a mis en place une biothérapie par étanercept. Et là, Inès, c'est bon, elle est super contente, elle a plus mal, mais elle dit, non mais attends, là, ça me gratte, c'est insupportable. Mais en fait, il faut bien expliquer à Inès comment on fait une injection. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les autonomiser très vite, là, nos jeunes. Par contre, parfois, il faut leur répéter comment bien faire une injection. Et quand l'infirmière libérale, j'adresse volontiers au démarrage, qui est une infirmière qui vienne montrer, qui vienne apprendre, et aussi dans nos consultations d'éducation thérapeutique, et de dire, sors ton produit suffisamment tôt du réfrigérateur, et quand ça démange ou quand c'est inflammatoire, le sortir au moins 1 heure pour injecter un produit pas froid. De faire attention également à une injection lente, parce que parfois, ils ont tendance à aller un peu vite. Et puis, si nécessaire, alors il faut rappeler que les réactions locales, tu peux cliquer, Mélanie, les réactions locales au point d'injection, c'est très souvent les premières semaines de traitement. Et donc, ça ne correspond même pas à environ, sur les dernières données, c'est 10-15% des patients. Mais donc, ça va passer. C'est rare de devoir arrêter un traitement pour des réactions au point d'injection. Mais on peut aussi, de façon tout à fait temporaire, mettre en place un traitement antihistaminique ou même une corticothérapie locale s'il y a des énormes érythèmes. Voilà pour les réactions locales.
Alors, on a aussi un autre patient. Vous savez que maintenant, c'est bien, ils ont des blogs, ils conversent beaucoup, mais il y a aussi des choses plus ou moins justes qui valsent sur les réseaux sociaux. Donc, on entend aussi ça. Il y a des patients qui s'interrogent beaucoup, qui lisent beaucoup de choses. Est-ce que c'est mieux là pour Monsieur T qui a un rhumatisme psoas ou anti-L1223 il arrive, il nous téléphone complètement stressé en disant qu'il ne savait pas, qu'on ne lui avait jamais dit qu'il fallait mieux les stylos que les seringues, que c'était plus efficace. Donc non, ce n'est pas plus efficace. Là, c'est pareil. Moi, j'explique aux patients. Je leur laisse souvent le choix, mais en leur disant, alors que l'efficacité, bien entendu, elle est équivalente. Par contre, je reviens quand même souvent sur la vitesse d'injection du stylo. Encore une fois, hein, on prescrit depuis 20 ans toute la journée. Je reste persuadée que sur les stylos, il y a quand même, pour certaines molécules, hein, parce que toutes les molécules, il y a des molécules qui ne sont absolument pas douloureuses quand vous les injectez, ça dépend aussi des excipients, mais il y a des molécules où effectivement ça peut brûler, mais quand vous faites des injections lentes, c'est quand même souvent mieux toléré. Donc ça, souvent, s'ils n'ont pas d'idée particulière ou de choix, je leur donne mon avis. S'ils ont très, très, très peur des aiguilles et que vraiment c'était déjà compliqué de leur faire admettre que ces biothérapies, ce sont des traitements par voie parentérale injectables, dans ce cas-là, on peut essayer les stylos. Voilà pour Monsieur T. Ensuite, on a Monsieur P. Qui nous appelle complètement désespéré parce qu'on a mélangé détartrage et arrêt des traitements. Alors, dois-je arrêter mes injections de golimumab en sachant que le golimumab, c'est une injection sous-cutanée toutes les 4 semaines. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est soins dentaires lourds, ça arrive dans la surveillance des chirurgies à faible risque infectieux. Donc, souvent, on doit arrêter, mais pas pour un détartrage. On ne fait pas d'arrêt des traitements anti-TNF pour un détartrage. Par contre, on fait une antibioprophylaxie. Alors, on ne fait pas toujours bien notre travail parce que si on faisait systématiquement, on essaye de le mettre en place, mais quand on met un patient sous thérapie ciblée, on faisait un petit mot au dentiste en expliquant, ça nous éviterait effectivement d'avoir beaucoup de questions parce que c'est très, très, très fréquent. Et avec les implants et tout, on a énormément de questions des dentistes, hein, énormément. Donc, si vous en avez, donc c'est bien noté dans les fiches du CRI quand on ne sait plus, mais parfois, ce serait bien qu'on aille en amont et qu'on envoie un petit mot au dentiste en le mettant en copie de notre courrier. Voilà pour Monsieur P. Et je crois qu'on termine avec Madame M, qui elle est sous sécukinumab et qui doit avoir une coloscopie. Et avant sa prochaine injection, elle avait peur d'annuler parce qu'on lui a changé son traitement. Elle est tout juste bien contrôlée. Et donc, elle était très, très inquiète de devoir sauter une injection. Et en fait, non, là, c'est pareil. C'est aussi des questions qu'on a très, très souvent. On ne suspend pas les traitements, d'ailleurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des anti-TNF, des anti-L1223, anti-L17, anti-L6, c'est tout pareil. Pas de suspension pour les endoscopies digestives, qu'il y ait ou non des biopsies. Donc là, je vous ai mis des petits focus, mais des choses pour lesquelles on a des questions extrêmement fréquentes. Bien entendu, quand il y a de la fièvre, ça, vous le savez, on l'a déjà dit, répété, répété, ça fait 25 ans, on ne fait pas les injections, on ne fait pas les injections. Ça, c'est la chose à savoir, le premier drapeau rouge. Mais toutes ces autres petites choses, il faut, je pense, répéter les choses, rappeler à nos patients l'une ou l'autre de ces petites situations pour simplifier leur prise en charge. Si leur prise en charge est simplifiée, si on leur explique simplement, si ils font confiance à toute l'équipe, parce que ce n'est pas seulement le rhumatologue ou le pédiatre ou le gastro ou le dermato, c'est vous tous qui devez prendre en charge ces patients, on arrive en 2022 à mettre franchement la quasi-totalité de nos patients en rémission ou au moins en faible activité. Je vous remercie.